poids de ce que nous gardons. Une femme dont toute la vie a été construite sur un mensonge peut-elle un jour mériter l'amour de l'homme que ce mensonge était censé détruire? Elle arriva à l'ambassade un mardi de mars, alors que Buenos Aires commençait à peine à se défaire des dernières chaleurs de l'été. Elle portait une serviette en cuir sous un bras et une expression posée qui ne laissait rien paraître. Il la remarqua au moment même où elle franchit le portail, non parce qu'elle était belle, bien qu'elle le fût, mais parce qu'elle traversait une pièce comme la plupart des gens traversent une rue vide, comme si personne ne la regardait et qu'elle n'avait nulle part où se rendre en urgence. Il était l'attaché culturel. Elle était la nouvelle interprète affectée à son bureau. Et en 3 jours, il fut certain qu'elle cachait quelque chose. Il s'était entraîné à lire les silences. C'était une nécessité professionnelle, le genre de compétences qui s'accumulent lentement au fil des années passées assis face à des hommes qui disent une chose tandis que leurs mains en disent une autre. Il avait passé la majeure partie d'une décennie à des postes diplomatiques en Europe et en Amérique du Sud, représentant un gouvernement qui lui avait demandé d'être précis, patient et invisible. Il était bon dans ces 3 domaines. Ce dans quoi il n'avait jamais été bon, c'était de laisser tomber une question une fois qu'elle avait pris racine. Elle était une question qui prit racine immédiatement. Son portugais était irréprochable. Son allemand trop fluide pour être fortuit, trop maîtrisé pour être natif. Quand elle traduisait, elle choisissait les mots comme un chirurgien choisit un instrument, avec précision, délibérément, sans gaspillage. Elle ne riait jamais au mauvais moment. Elle ne se figeait jamais. Mais parfois, durant de longues pauses dans les négociations, il la surprenait à fixer le vide avec une expression si silencieusement dévastée qu'elle semblait appartenir à une femme entièrement différente, une femme qui avait survécu à quelque chose qu'elle n'avait toujours pas nommé. Elle était venue à Buenos Aires pour disparaître. C'était la version honnête, celle qu'elle se racontait la nuit lorsque la ville finissait par se taire. Elle avait construit sa nouvelle vie comme on construit un mur, pierre après pierre, en commençant par la langue, puis le nom sur les documents, puis les références professionnelles, puis ce passé soigneusement élaboré qui expliquait sa maîtrise des langues sans expliquer Vienne. Elle n'avait pas prévu de travailler à l'ambassade. Elle n'avait pas prévu de le rencontrer. Le problème, découvrit-elle rapidement, c'était qu'il lui donnait envie d'être honnête. Pas de manière grandiose ou confessionnelle, mais par petites touches, comme la lumière du soleil qui transforme une pièce si progressivement qu'on ne s'en aperçoit pas avant que les ombres aient disparu. Il posait des questions auxquelles personne d'autre ne pensait. Il se souvenait de choses qu'elle mentionnait une fois et ne répétait jamais. Il lui apportait son café comme elle l'aimait avant même qu'elle lui ait dit comment elle l'aimait, simplement parce qu'il faisait attention. Et l'attention, avait-elle appris depuis longtemps, était le cadeau le plus dangereux que l'on puisse lui faire. Elle avait 19 ans à Vienne lorsque le monde s'effondra. Son père avait été archiviste, un homme discret consacré à la préservation de documents qu'il considérait comme irremplaçables. À l'automne 1938, il avait pris une décision qu'elle passerait les 17 années suivantes à essayer de comprendre. Il avait coopéré. Non par enthousiasme, non par idéologie, mais par peur et cette distinction, elle le savait, était une nuance que l'histoire prenait rarement la peine de faire. Il avait fourni des noms. Peu nombreux, et à contre-cœur, mais ces noms avaient compté pour les familles qui les portaient. L'une de ces familles était la sienne. Elle ne le savait pas au début. Elle savait seulement qu'elle était attirée par lui d'une manière qui l'inquiétait, que sa patience lui rappelait le monde d'avant-guerre, lorsque la lenteur était encore une vertu. Elle savait que, lorsqu'il parlait de sa famille, une sœur à Cordoba, une mère morte avant qu'il ait pu la faire sortir d'Europe, un père qu'il décrivait seulement comme quelqu'un qui n'y était pas arrivé, il y avait en lui un chagrin si ancien qu'il s'était installé dans sa posture, devenu structurel, porteur. Elle reconnaissait ce type de chagrin. Elle avait bâti toute son architecture autour du sien. Ils sont tombés l'un dans l'autre comme les gens le font quand ils essaient tous les deux de ne pas le faire, progressivement, puis d'un seul coup. Un dîner partagé après une négociation tardive. Une promenade le long de la Costanera un dimanche où le fleuve était argenté et où la ville semblait suspendue. De longues conversations sur les livres, la musique, sur ce que signifiait appartenir à un lieu qui avait changé au point de devenir méconnaissable. Il lui a dit qu'il avait quitté Graz à 16 ans et n'y était jamais retourné. Elle a dit qu'elle comprenait. Elle l'a dit si doucement qu'il l'a regardé longuement avant de dire « Je te crois ». Lorsqu'il l'a embrassée pour la première fois, c'était devant un cinéma qui projetait un film dont aucun d'eux ne se souviendrait ensuite.
Ce fut bref et délibéré, suivi d'un silence si chargé de sens qu'elle a dû détourner le regard. Elle était terrifiée. Non pas de lui, mais de ce qu'elle commençait à sentir qu'elle lui devait. La lettre est arrivée un jeudi de juin. Elle provenait d'un chercheur d'un institut mémoriel à Genève qui cataloguait des documents de guerre récemment rendus publics provenant d'archives municipales autrichiennes. La lettre lui était adressée à l'ambassade, avec la mention personnelle. Elle se trouvait par hasard en train de trier le courrier de ce matin-là. Elle ne l'a pas lu. Elle a reconnu l'entête de l'institut et a compris, avec une certitude qui lui a traversé le corps comme de l'eau froide, exactement quel type d'information elle contenait. Elle l'a posée sur son bureau, est allée se tenir à la fenêtre, à regarder la rue en contrebas et à penser, c'est le moment vers lequel je cours depuis que j'ai quitté Vienne. Il a lu la lettre seul. Elle n'a vu son visage que dans l'après-midi, lorsqu'il est venu la chercher dans la salle des documents. Il était très immobile, comme le sont les gens qui s'efforcent de contenir quelque chose de trop grand. Il a dit que l'Institut lui avait envoyé le nom de son père. Son père n'avait pas été arrêté en 1938, comme sa mère le leur avait toujours dit. Il avait été dénoncé. Anonymement, mais il existait des traces partielles, d'un nom associé aux archives qui avaient fourni l'information. Un nom qu'elle avait porté jusqu'à ce qu'elle traverse l'Atlantique et s'en débarrasse comme d'un manteau en été. Il a prononcé ce nom à voix haute sans savoir ce qu'il signifiait pour elle. Elle a dit « Je connais ce nom ». Les heures qui ont suivi ont été les pires de sa vie, et sa vie n'avait pas manqué de prétendantes à ce titre. Elle lui a tout raconté. Pas calmement, pas proprement, mais de la manière fragmentée dont la vérité surgit lorsqu'elle a été retenue trop longtemps, par morceaux, avec des vides, avec la honte qui remontait là où elle ne s'y attendait pas. Elle lui a parlé de son père. De ce qu'il avait fait. De la raison pour laquelle elle avait fui, de ce qu'elle avait fui et de pourquoi elle avait passé 17 ans à construire une femme qui ne portait aucune trace de la jeune fille qui s'était assise à la table de son père pendant que le monde se terminait pour d'autres. Elle lui a dit qu'elle ne savait pas, lorsqu'elle avait accepté le poste, qui il était. Elle lui a dit qu'elle l'avait compris peu à peu, trop lentement, trop tard, et qu'au moment où elle avait compris le lien elle était déjà amoureuse de lui, et qu'elle s'était dit que ce n'était pas pertinent, que c'était de l'histoire, que les morts ne pouvaient pas être des faits, et qu'elle reconnaissait, en le disant maintenant à voix haute, à quel point ce raisonnement était monstrueux. Il a écouté sans l'interrompre. Lorsqu'elle a terminé, il n'a rien dit pendant un long moment. Puis il dit qu'il avait besoin de réfléchir, et il partit, et elle resta assise dans la salle des documents vides, tandis que la lumière de l'après-midi déclinait, et comprit qu'enfin, à 36 ans, elle n'avait plus d'endroit où se cacher. Il ne revint ni ce jour-là ni le lendemain. Elle remit sa démission le vendredi matin. Elle fit ses bagages par étapes, comme elle avait appris à le faire pendant la guerre, méthodiquement, sans sentiment, touchant chaque objet une fois et décidant. Elle réserva un passage pour Montevideo. Elle se dit que c'était la bonne chose, la seule chose, et que son silence à lui était en soi une réponse. Elle était au port un dimanche, le même dimanche où, 3 semaines plus tôt, elle s'était promenée avec lui le long du fleuve et avait pensé pour la première fois depuis des années qu'elle méritait peut-être de rester quelque part. Le matin était frais et gris, et l'eau sentait la distance. Elle avait son unique bon sac, ses documents et cette forme particulière de vide qui vient quand on décide de ne plus rien ressentir. Il passa la grille à l'extrémité du quai 12 minutes avant l'heure d'embarquement prévue de son bateau. Il n'était pas calme. Il était évident qu'il n'avait pas dormi. Il ressemblait à un homme qui avait passé 3 jours dans une pièce avec quelque chose qu'il ne pouvait pas résoudre et qui, ayant épuisé toutes les autres options, avait finalement choisi de venir le dire à voix haute. Il dit qu'il n'était pas là pour lui pardonner, que le pardon n'était pas quelque chose qui se produisait en une matinée dans un port. Il dit qu'il était là parce qu'il avait passé 3 jours à essayer de construire une version de l'avenir qui ne l'incluait pas et qu'il avait découvert que chaque version qu'il construisait manquait de quelque chose d'essentiel, et que ce qui manquait avait son visage à elle. Il dit que la mort de son père n'était pas de sa faute. Il dit que le choix de son père à elle n'était pas le sien. Il dit qu'elle avait fui cela pendant 17 ans et que fuir, bien que compréhensible, n'était pas la même chose que la complicité, et qu'il lui avait fallu 3 jours pour comprendre la différence, et qu'il regrettait que cela lui ait pris 3 jours, et qu'il lui demandait, sans rien de la maîtrise de soi censé le définir professionnellement, de ne pas monter sur ce bateau. Elle resta debout, son sac à ses pieds, et le regarda longuement.
Elle pensa à son père. Elle pensa aux archives. Elle pensa à tous les noms qu'elle avait portés et à celui avec lequel elle était née et à celui qu'elle pourrait, un jour, choisir de porter encore. Elle dit, « Je ne sais pas comment ne pas fuir. Je le fais depuis si longtemps que je ne suis pas sûr de me souvenir à quoi ressemble le fait de rester. » Il dit, « Je sais. Nous trouverons une solution. » Ils ne se marièrent que 2 ans plus tard. Cela prit du temps, pour que les conclusions de l'Institut soient correctement consignées, pour que la douleur soit dite plutôt que portée, pour qu'elle lui donne le récit complet non pas une seule fois mais par fragments au fil de nombreuses soirées, ajoutant des détails au fur et à mesure que la confiance le permettait. Il ne le vécut pas facilement. Il y eut des semaines où le poids de ce qu'elle lui avait dit retombait entre eux et où ils devaient tous deux choisir, une fois de plus, de rester présents plutôt que de se retirer. Elle s'inscrivit à un programme de 3e cycle en études archivistiques. Ce n'était pas une pénitence, elle veilla à le nommer autrement, un engagement. Une manière de travailler avec les archives plutôt que de s'en cacher. Il accepta un poste permanent à Buenos Aires, ce qui surprit ses collègues, qui s'attendaient à ce qu'il retourne en Europe. Il se surprit lui-même aussi. Mais la ville était devenue autre chose désormais. Elle était devenue l'endroit où elle se trouvait. Le matin de leur mariage, lors d'une cérémonie civile à laquelle assistèrent sa sœur venue de Cordoba et 2 collègues devenus de véritables amis, elle lui remit une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvait un document qu'elle avait récupéré auprès de l'Institut de Genève, une demande de transfert déposée par son père en octobre 1938, la semaine suivant les dénonciations, sollicitant son affectation dans un district rural loin de la ville. La demande avait été rejetée. Mais le dossier existait, un homme essayant, trop tard et de manière trop inefficace, d'annuler ce qu'il avait fait. Ce n'était pas une rédemption. Elle avait été claire à ce sujet lorsqu'elle l'avait expliqué. Mais c'était vrai, et elle avait décidé que le vrai valait la peine d'être conservé, même lorsqu'il était partiel. Il tint le document longtemps. Puis il le plia soigneusement et le glissa dans la poche de sa veste et prit sa main. Dehors, Buenos Aires était bruyante et lumineuse et indifférente comme le sont les villes, ne leur demandant rien en particulier, ne faisant aucune promesse. Le fleuve se trouvait à l'est, argenté dans la lumière de la fin de matinée. Ils marchèrent vers lui sans se presser, ce qui était nouveau pour elle, l'absence de hâte, le sentiment qu'il y avait quelque part où aller et que cet endroit était simplement ici, avec lui, dans le présent inachevé et imparfait. Pour la première fois depuis 17 ans, elle ne s'éloignait pas de quelque chose. Elle allait vers quelque chose. Avez-vous apprécié l'histoire d'aujourd'hui? Restez encore un instant. Dites-nous en commentaire, depuis quelle ville regardez-vous? Ce message vous a-t-il touché? Et si vous avez des idées pour de prochaines histoires, partagez-les, votre suggestion pourrait devenir notre prochaine vidéo. Laissez un like si ce message vous a apporté quelque chose. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si vous pensez que quelqu'un pourrait apprécier ce message, partagez-le. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, consultez les liens dans la description. Certains sont affiliés, ce qui nous aide sans coût supplémentaire. Merci beaucoup pour votre présence. À bientôt pour une prochaine vidéo.